session de septembre, va examiner la loi Tchiani des pères et des mères. Pour accéder aux fonctions de souveraineté, il faut être congolais d'origine, né de pères et de mères congolais d'origine. Il faut aussi que le candidat à la présidence ait comme première dame ou future première dame une Congolaise d'origine, née de père et de mère congolais d'origine. Est-ce que vous n'avez pas visé Moïse Katumbi en initiant cette loi? Parce que c'est ce qui s'est dit. C'est une loi raciste qui vise Moïse Katumbi pour qu'il ne puisse pas compétir à la présidentielle. Nous ne faisons pas de loi pour éliminer un individu. Mais parce que vous mentionnez ce type-là, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il n'a aucune qualification pour diriger la RDC. Il n'a ni le sang congolais, ni le cœur congolais. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est l'argent congolais. Et on connaît ce qu'il a fait quand il était gouverneur. Il a pillé systématiquement le Katanga. Est-ce qu'il a une connexion avec la République démocratique du Congo pour venir nous diriger ici? Son père est grec, italien, juif, israélien. Sa mère est zambienne. Lui-même, il se promène avec une centaine de passeports qui montrent qu'il est originaire de plusieurs pays. Mais qu'est-ce qui le lie au Congo? Sa femme, elle est toute si burundaise. On sait que la femme de Fayoulou est camerounaise. Est-ce qu'on va l'écarter comme ça à la présidentielle, un tel compatriote, parce qu'il n'a pas épousé un Congolais, Noël Tchiani? Mais nous ne disons pas que les autres Congolais qui ne remplissent pas ces critères-là ne sont pas Congolais. Nous sommes tous égaux. Nous avons droit à tout dans notre pays. On peut tout faire dans notre pays. On peut être ministre des Sports. On peut être ministre du Tourisme, on peut être président des clubs de football, on peut vendre du poisson. Lorsque vous vous attaquez à Moïse Katumbi de cette façon-là, vous êtes en train de réveiller les démons de la division. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Katanga qui croient à Moïse Katumbi. Et toutes les fois que la question Tchiani a été abordée, que ce soit dans les réseaux sociaux ou à la télévision, il y a toujours des gens au Katanga qui s'élèvent pour commencer à menacer la République. Vous avez même suivi Mwando Simba à un moment donné qui a dit que les jeunes de Katanga menaçaient. Vous ne voyez pas là que vous êtes en train de jouer avec le fait pour diviser le pays, Noël Tchiani? Toutes les personnes qui semblent invoquer l'argument de division, de sécession pour s'opposer donc à cette loi, ces gens-là ne sont pas très intelligents. Je voudrais vous dire que cette loi ici a une assise populaire au Grand Katanga. Pour diriger la RDC, il faut être congolais. Et vous seul, vous vous mettez debout, vous dites, si vous dites ça, nous allons faire la sécession. C'est que vous n'êtes pas congolais. En réalité, la loi Tchiani a une assise populaire dans toutes les provinces de la RDC, à commencer par le Katanga. Est-ce que vous êtes financé par Félix Tshisekedi? C'est ce qui se raconte, notre Tchiani. Les gens qui racontent des bêtises comme ça, là, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Est-ce que vous ne risquez pas finalement de fuir le pays, Noël Tchiani, si jamais Moïse Katumbi était élu président de la République? M. Kabila s'est doté d'une concession qu'on appelle Kingakati. Combien de propriétés va-t-il avoir donc dans la ville de Kinshasa? Aujourd'hui, il n'est plus chef de l'État. Et je pense qu'il devrait savoir aussi qu'on doit vivre de façon modeste, pas continuer à avoir donc des grosses propriétés protégées par des militaires congolais. Et s'ils disent aujourd'hui que M. Tshisekedi devait être reconnaissant qu'on lui a donné le pouvoir sur le plat, et nous autres alors qui étions candidats, à qui on a arraché 100 000 $, je pense que peut-être M. Kabila ferait mieux de nous rembourser nos 100 000 $, comme ça il peut avoir le droit de critiquer ce qui se passe aujourd'hui. J'invite Corneille Nangaa à réfléchir 2 fois avant de faire déclaration, parce que ça le discrédite lui, ça nous discrédite tous en tant que Congolais, ça discrédite la République démocratique du Congo et ça discrédite la CENI. La CENCO n'a aucune qualification pour faire un audit. Ils n'ont aucune qualification et l'audit qu'ils peuvent faire n'a aucune crédibilité sauf dans leur tête. Je ne crois pas que la CENCO soit l'institution habilitée à aller auditer quoi que ce soit. S'ils peuvent faire l'audit du fichier électoral, qu'on les autorise aussi à aller auditer la Banque centrale, qu'on les autorise à aller auditer la GECAMI. Ils n'ont pas ces qualifications-là. Comment voulez-vous qu'un prêtre, un homme de Dieu, puisse stigmatiser une tribu? Monseigneur Solé est en train de préparer une révolte de toutes les 450 tribus de la RDC contre une seule tribu, les Baluba. Et ça peut finir dans un bain de sang dans une ville comme Kinshasa, qui est une ville cosmopolitaine. Je voudrais demander à Monseigneur Solé de retirer ces paroles. Je pense que l'Église catholique est en train de s'écarter du droit canonique qui régit les règles qui doivent gouverner l'Église et qui doivent gouverner le village que nous tous, dans lequel nous vivons, nous tous. Que pensez-vous des mesures présidentielles pour la stabilisation
du taux d'échange sur le marché. Les mesures présidentielles de stabilisation de la monnaie, c'est une mesure qui viole la Constitution, qui viole même l'indépendance de la banque. Alors qu'est-ce qui devrait être fait, Noël Tchani? Bon, quand vous constatez, d'abord quand vous constatez que la Banque centrale ne marche pas, c'est ça qui a amené le président de la République à se jeter dans le ring pour convoquer cette réunion-là qu'il a présidée. Mais en le faisant, il a violé l'indépendance de la banque, il a violé la Constitution. Est-ce que vous pensez vraiment que la Banque centrale aujourd'hui, avec madame qui la dirige, fait vraiment le travail qui devrait être fait par elle? J'ai peur que la Banque centrale aujourd'hui soit devenue pire que toutes les banques centrales que nous avons connues depuis 1960. On ne sent pas le leadership et on ne sent pas la vision et on ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, maintenant, dans cet environnement-là, prendre des mesures à gauche, à droite, ça va donner quels résultats? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission, le débat congolais. Nous allons au cours de cette émission réfléchir avec notre invité sur un certain nombre de matières, mais le thème principal de l'émission de ce jour est intitulé « À 3 mois de la présidentielle, quelle suite donner à la loi Tchani ?» Et lorsque vous entendez déjà le nom, l'intitulé de cette loi, imaginez-vous, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir ici M. Noël Tchani Mwadinvita, ancien candidat à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. Noël Tchani est président de la Force du Changement, un parti politique. Il est ancien directeur résident de la Banque mondiale. Il est spécialiste des questions monétaires. C'est avec plaisir que nous recevons sur ce plateau M. Noël Tchani. Bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir à Amen TV. Alors, Noël Tchani, avant que l'on puisse vous poser des questions par rapport à la loi Tchani et les sorts réservés à cette loi, il y a une actualité chaude. Aujourd'hui, dans notre pays, ce qu'on a vu, la résidence de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, au centre de beaucoup de débats. Parce qu'il y a eu un ordre donné par la présidente de la République pour que les avenues menant vers la résidence de Joseph Kabila soient réouvertes. Les clôtures ont été démolies, les barricades ont été détruites. Est-ce que, Noël Tchani, c'est une humiliation, un règlement des comptes de Tshisekedi à Kabila? Non, je ne vois pas des choses comme ça. Alors, vous savez, quand on est dans un pays qui a des lois et des règles, il faut que tout le monde joue par ces règles-là et par ces lois-là. Monsieur Kabila a été président de la République, il est sénateur à vie et on lui doit beaucoup de respect à ce titre-là parce qu'il a eu ce privilège de diriger ce grand pays qui est le nôtre pendant pratiquement 18 ans. Mais une fois qu'on est parti du pouvoir, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Les choses à faire, on doit les faire conformément aux lois de la République. Je sais que pendant que M. Kabila était président de la République, on avait barricadé beaucoup de propriétés, notamment en commençant par le Palais de la Nation. On était incapable de passer devant le Palais de la Nation, qui est l'émanation même du pouvoir en République démocratique du Congo, l'endroit où le chef de l'État est supposé travailler. Et moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai travaillé à la Banque mondiale juste à côté de la Maison Blanche. Tous les jours, j'ai marché devant la Maison Blanche, je faisais le tour de la Maison Blanche. Aucune restriction. On arrive en République démocratique du Congo, c'était impossible de passer devant le Palais de la Nation. Il a fallu qu'il y ait un certain courage politique pour qu'on puisse démolir cette barrière-là qui était devant le Palais de la Nation et peut permettre au peuple congolais de circuler librement. Aujourd'hui, quand je viens de l'hôtel Pullman ou bien de l'hôtel Fleuve Congo sur boulevard Tchéti, je passe
devant le palais de la nation, devant la Banque centrale. Je continue jusqu'à l'autre côté sans aucune restriction. Et je peux sentir qu'il y a de l'air qui permet aux Congolais de respirer. Rien que ce geste-là. Alors maintenant, dans ce même pays, il est tout à fait inadmissible qu'il y ait des avenues bloquées. Pourquoi? Parce qu'il y a une résidence privée appartenant à qui que ce soit. Ça peut appartenir à Noël Tchani, ça peut appartenir à Joseph Kabila, ça peut appartenir à n'importe qui. Mais qu'on puisse bloquer les rues qui permettent à la population de circuler librement, je pense qu'il y a un problème. Maintenant, la question est de savoir est-ce que la procédure a été suivie pour donner l'avis, si je peux dire, aux propriétaires de cette concession-là pour qu'on puisse dégager les rues d'après donc les lois. Je ne connais pas ce qui a été fait, mais j'ai vu en tout cas à la télévision que les rues qui ont été dégagées, aujourd'hui ça présente très bien. Ça permet à la population de pouvoir vaguer librement dans ce quartier-là. Et de ce point de vue, je pense que ce qui a été fait devait être fait. Mais je ne suis pas sûr si on l'a fait en respectant donc les règles, surtout régissant les propriétés privées. Là, c'est une autre paire de manches. Alors, Noël Tchani, est-ce que pour des raisons sécuritaires, ne pouvez pas comprendre que Kabila, à l'époque, pouvait se permettre d'ériger quand même des barrières pour se protéger, hein, dans un pays où la sécurité pose parfois problème? Bon, si on estime qu'il y a des problèmes de sécurité, j'estime qu'il appartient aux propriétaires de ces concessions-là de trouver l'endroit le plus approprié. J'ai compris que M. Kabila s'est doté d'une concession qu'on appelle Kingakati, qui est en dehors donc de la ville. Pour y accéder, c'est tout un problème. Donc, combien de propriétés va-t-il avoir donc dans la ville de Kinshasa pour des raisons sécuritaires qui lui sont propres à lui? Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut laisser aussi aux autres l'occasion de vivre correctement et de jouir de leur ville, d'être à mesure de se déplacer partout dans la ville de Kinshasa librement. Alors, aujourd'hui, il n'est plus chef de l'État. Je pense qu'il devrait savoir aussi qu'on doit vivre de façon modeste, pas continuer à avoir donc des grosses propriétés protégées par des militaires congolais ou barricadés donc dans une zone qui ne permet plus donc à la population de se déplacer correctement. Moi, j'estime que de ce point de vue-là, ce qui a été fait devait être fait. Mais j'insiste, on devait suivre certaines procédures. On doit le faire conformément à la loi et si cela n'a pas été fait, il y a un problème. Alors, est-ce que vous comprenez un peu la réaction de tous les partisans de Kabila qui taxent Tshisekedi d'ingrat? Le pouvoir lui a été donné par Joseph Kabila. Aujourd'hui, il commence à se retourner contre Joseph Kabila. Si Kabila n'avait pas permis, occasionné l'alternance démocratique, Tshisekedi ne serait pas au pouvoir. Est-ce que comprenez-vous un peu la réaction des partisans de Kabila qui s'expriment de cette façon-là? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce langage-là. Pourquoi? Parce que ce pays-là appartient à 107 millions de Congolais. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes propriétaires du Congo dans les mêmes proportions avec le même pourcentage. Kabila n'est pas plus propriétaire de la RDC que Noël Tchani, que Félix Tshisekedi ou bien que Charles-Quint Kangou. Donc, de ce point de vue-là, j'estime qu'il faut soigner le langage. Maintenant, ce qu'ils disent est très grave. Pourquoi c'est très grave? Pourquoi? Parce que nous autres ici, on a abandonné nos fonctions à Washington, à la Banque mondiale, pour venir nous présenter aux élections présidentielles ici. Nous avons payé une caution de $100 000 juste pour être autorisé à être candidat à la présidence de la République. Mais s'ils disent aujourd'hui que M. Tshisekedi devait être reconnaissant qu'on lui a donné le pouvoir sur le plat, et nous autres alors qui étions candidats, à qui on a arraché $100 000, je pense que peut-être M. Kabila ferait mieux de nous rembourser nos $100 000, comme ça il peut avoir le droit de critiquer ce qui se passe aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, j'estime que nous sommes partis dans un processus, il y a eu un gagnant, il y a eu des perdants comme nous avons accepté la défaite. Il faut qu'on continue, c'est comme ça que le pays donc doit pouvoir survivre et continuer à subsister donc de façon pérenne. Mais faire du chantage en disant telle personne devait la reconnaissance à tel qui lui a donné le pouvoir sur le plat, c'est nous insulter nous autres à qui on n'a pas donné le pouvoir et à qui on a arraché $100 000 à chacun de nous. Parce que vous évoquez la question de l'élection, des élections qui ont eu lieu en 2018, on suit derrière beaucoup de sorties médiatiques tonitruantes de Corneille Nangaa qui clouent au pilori, notamment le président Tshisekedi, la gestion de Tshisekedi. On attend beaucoup de déclarations. Est-ce qu'aujourd'hui,
Noël Tchani, pensez-vous que le processus électoral tel qu'est lancé, tel qu'est piloté par Denis Kadima aujourd'hui, rassure tout le monde que les Congolais iront dans des élections crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tout le monde? J'ai suivi beaucoup de ces déclarations-là faites par Corneille Nangaa, que je considère un ami. Et sincèrement, je suis très gêné. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a occupé de hautes fonctions dans un pays, comme la fonction de président de la Commission électorale nationale indépendante, et qu'on sort de là, on est tenu par ce que j'appelle le devoir de réserve. On ne peut pas se permettre donc de dire n'importe quoi parce que tous les mots qui sortent de sa bouche sont interprétés différemment par les marchés. Ça entame la crédibilité non seulement du processus électoral, mais la crédibilité même de la République démocratique du Congo en tant que pays. Nous paraissons comme un pays où il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, à partir de lui-même Corneille Nangaa, qui ne savent pas ce qu'ils font et qu'une fois qu'ils n'ont plus accès à ce qu'ils avaient donc dans le passé, ils sont capables de raconter du n'importe quoi. Par conséquent, j'invite Corneille Nangaa à réfléchir 2 fois avant de faire déclaration, parce que ça nous discrédite lui, ça nous discrédite tous en tant que Congolais, ça discrédite la République démocratique du Congo et ça discrédite la CENI. Alors, une fois que je fais cette observation-là, qu'est-ce que je pense du processus électoral actuellement? J'ai rencontré le président Denis Kadima 2 ou 3 fois. Et quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué ce qu'il comptait faire dans le cadre donc, de la CENI. Il a décrit le processus et le calendrier. Et il m'avait dit qu'on devait faire l'enrôlement des électeurs de tel mois à tel mois. Il l'a fait. Il avait dit qu'on devait faire l'appel à candidature pour les députés nationaux et provinciaux. Ils l'ont fait. Maintenant, il a dit qu'on allait faire l'appel à candidature, la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. J'étais là, j'étais dans la salle et j'ai vu qu'on l'a fait. Par conséquent, je réalise que c'est un monsieur qui connaît ce qu'il fait. Il faut qu'on lui donne du crédit. Pourquoi? Parce que si nous tous, dès que vous commencez à faire quelque chose, toute la République tire sur vous, ce pays ne peut pas avancer. À un moment donné, il faut laisser les gens faire ce qu'ils sont supposés faire d'après les lois de la République et nous allons les juger par les résultats. Par conséquent, sans dire que le processus est parfait, parce qu'il y a beaucoup d'imperfections que je constate. Je donne l'exemple de ma carte d'électeur. Quand je regarde ma carte, j'ai l'impression que je suis un revenant. Je ne me reconnais pas. La photo qui est sur la carte, ça s'efface et qu'on sort. Ce sont des imperfections. Mais globalement, le processus semble pouvoir avancer. Je voudrais demander à nos compatriotes de lui donner le bénéfice du doute, d'aller jusqu'au bout. Et nous allons voir ce que ça va donner. Mais vous avez suivi l'Église catholique, l'ECC par exemple, qui demande pour vider les doutes qui entourent les fichiers électoraux qu'il faut faire un audit citoyen du fichier électoral. Et cet audit-là pourra permettre à ce que tout le monde se rassure qu'il n'y a pas de fictif dans les fichiers électoraux. Vous avez suivi Monseigneur Cholet, qui a même dit que le processus électoral est pris en otage par une tribu. Et il propose à ce qu'il y ait cet audit citoyen-là. Est-ce que c'est une mauvaise proposition? Est-ce que ce n'est pas dans le sens de crédibiliser encore beaucoup plus ce processus électoral dont certains acteurs majeurs, comme Fayulu, ne prennent pas part? J'ai suivi ces déclarations faites par Monseigneur Cholet. Et depuis un certain temps, j'ai su des déclarations qui sont faites par les autorités religieuses catholiques. Je suis franchement très gêné, étant donné que moi-même je suis catholique. Catholique non seulement baptisé, mais catholique pratiquant jusqu'aujourd'hui. Depuis ma naissance, je n'ai jamais eu une autre religion. Donc, j'ai beaucoup de respect à l'égard des autorités de mon Église. Mais il arrive des moments où on ne voit pas les choses de la même façon. Je vais mentionner 2 ou 3 choses qui semblent pouvoir discréditer mon Église. Et je suis vraiment navré que cela arrive à ce stade ici. Lorsque la CENCO dit qu'elle demande qu'on puisse lui donner la permission d'auditer le fichier électoral. Vous savez que j'ai travaillé quand même dans les institutions internationales et j'ai utilisé beaucoup de cabinets d'audit pour auditer un projet, pour auditer une entreprise, pour auditer un pays. Pour faire l'audit, il faut avoir des qualifications pour le faire. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des Big Four ou bien des Big Six ou bien des Big Eight. Donc, les grandes entreprises d'audit
qui étaient à 8, qui sont descendus donc à 6, qui sont au niveau de 4 aujourd'hui, les Price Waterhouse, les Arthur Anderson, etc., etc. À ma connaissance, la Senco n'a aucune qualification pour faire un audit. Ils n'ont aucune qualification et l'audit qu'ils peuvent faire n'a aucune crédibilité, sauf dans leur tête. Par conséquent, je ne crois pas que la Senco soit l'institution habilitée à aller auditer quoi que ce soit. S'ils peuvent faire l'audit du fichier électoral, qu'on les autorise aussi à aller auditer la Banque centrale, qu'on les autorise à aller auditer la GECAMIN. Ils n'ont pas ces qualifications-là. Par conséquent, je crois que c'est la fumisterie qu'ils sont en train donc de faire. Ils n'ont pas de qualifications et, à mon avis, ils devraient, si on doit faire l'audit, et d'ailleurs la CENI dit que l'audit a été fait par des gens externes. Et d'après eux, cet audit-là est crédible. Donc, qu'on demande à la CENI aujourd'hui, qu'on autorise donc à la Senco aujourd'hui de faire l'audit et qui termine cela, je peux vous assurer, ça ne va ajouter aucune crédibilité à ce qui est fait actuellement. Par conséquent, il faut fermer cette fenêtre-là de la Senco qui devrait faire donc l'audit du fichier électoral. Maintenant, certains des mots sortis de la bouche de Monseigneur Cholet m'ont choqué. J'ai même tweeté là-dessus. Comment voulez-vous qu'un prêtre, un homme de Dieu, puisse stigmatiser une tribu? Monseigneur Cholet est en train de préparer une révolte de toutes les 450 tribus de la RDC contre une seule tribu, les Baluba. Et ça peut finir dans un bain de sang dans une ville comme Kinshasa, qui est une ville cosmopolitaine. Je voudrais demander à Monseigneur Cholet de retirer ses paroles. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas ça l'homme de Dieu qui devait parler, qui devait être l'église au milieu du village. Je pense que l'église catholique est en train de s'écarter du droit canonique qui régit les règles qui doivent gouverner l'église et qui doivent gouverner le village que nous tous, dans lequel nous vivons, nous tous. Alors, Noël Tchani, on a parlé du processus électoral. Parlons maintenant de cette loi Tchani. La loi Tchani qui a été stigmatisé notamment par les prélats catholiques, Monseigneur Cardinal Ambongo, et beaucoup d'autres qui pensaient que c'est une loi qui est venue diviser les Congolais et qu'ils seront prêts à se mobiliser pour barrer la route à ce que cette loi ne soit pas examinée au Parlement. Aujourd'hui, que la législature tend à la fin, quel est le sort à réserver à cette loi Tchani? Pensez-vous qu'il est encore opportun que cette loi-là, qualifiée de raciste, de discriminatoire, d'anticonstitutionnelle, puisse être examinée au Parlement? Je suis très navré, comme je disais tout à l'heure, de voir que dans mon église, il y a des gens purement et simplement qui s'écartent de la ligne que devrait suivre la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des lois qui ont été proposées, qui ont été discutées, qui ont été adoptées. Dans une démocratie comme celle de la RDC, la loi Tchani des pères et des mères a été proposée, a été endossée par un parlementaire, par un député national, honorable Singhi Ploulou Servo Pichou. On l'a déposée au Parlement, on a suivi la procédure. Le Parlement l'a programmé pour débat et vote lors de la session de mars 2023. Malheureusement, le temps n'a pas permis que cela ait lieu. Je comprends que la proposition va être soumise encore au débat et au vote lors de la session de septembre 2023 qui va commencer le 15 septembre, donc dans quelques semaines, dans une semaine et demie. Par conséquent, vous je voudrais qu'on donne... ou bien vous êtes rassuré que cela sera aligné? Non, mais elle a déjà été alignée. Elle était alignée lors de la session de mars 2023. Il s'est fait juste que l'OTAN n'a pas permis l'examen, le vote là-dessus. Maintenant, une fois qu'elle a été alignée en mars, automatiquement, elle est versée dans ce qu'on appelle les arriérés législatifs, qui seront automatiquement examinés lors de la prochaine session parlementaire. Donc la session de septembre va examiner la loi Tchani des pères et des mères. Maintenant, j'invite tout le monde qui a des opinions contraires à venir donc se défouler au niveau de l'Assemblée nationale, de donner son avis pour ou contre. Je voudrais répondre à ceux qui veulent désorienter le public, donner des fausses informations dans le public, en disant que la loi divise. Je vais vous expliquer pourquoi la loi ne divise pas. Bien au contraire, cette loi-là, elle réunifie une population divisée par la Constitution dans sa forme actuelle. La Constitution actuelle dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être congolais et avoir une nationalité belge, française, indonésienne et j'en passe.
Par conséquent, à la minute qu'un Congolais qui est allé à l'étranger pour des raisons diverses, soit pour étudier, soit pour trouver du travail, et que dans ce pays-là, on lui dit que pour trouver du travail ou étudier, vous devez avoir les papiers du pays, c'est-à-dire la nationalité du pays. À la minute que vous prenez cela, pour être en règle avec les lois du pays de résidence, on vous dit que vous n'êtes plus Congolais. Or, vous n'avez jamais renoncé à la nationalité congolaise. Par conséquent, par ce mécanisme-là, nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora qui ont perdu la nationalité congolaise. 15 millions de Congolais dans la diaspora qui ne sont plus Congolais d'après la constitution que nous avons dans la forme actuelle. Maintenant, nous nous disons qu'il faut qu'on change le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise ou de l'unicité de la nationalité congolaise à celui de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand on est Congolais, on reste Congolais jusqu'à la mort. On ne peut pas perdre la nationalité congolaise parce que comment vous allez sortir le sang, ce sang congolais, ce cerveau congolais, ce corps congolais de mon corps? Vous ne pouvez pas le faire. Tout ça ne pose pas de problème. J'arrive. Maintenant, en faisant ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire, une fois que vous avez la nationalité congolaise, vous ne pouvez pas la perdre. Vous allez à l'étranger, vous pouvez prendre n'importe quelle nationalité, vous ne perdez toujours pas la nationalité congolaise. C'est-à-dire que les 15 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise à cause du principe de l'unicité de la nationalité congolaise, ces 15 millions vont reprendre le statut de Congolais. En reprenant le statut de Congolais, qu'est-ce que nous allons avoir? On va avoir les 107 millions de Congolais de l'intérieur, plus les 15 millions de Congolais de la diaspora, on réunifie le tout, on devient tous Congolais et on aura une population congolaise de combien? 122 millions de Congolais. Un grand pays avec une grande population capable maintenant de travailler pour son développement. Alors, je viens de vous démontrer qu'il n'y a pas de division. C'est la constitution dans la forme actuelle qui a divisé la population congolaise. Est-ce que vous n'avez pas visé Moïse Katumbi en initiant cette loi? Parce que c'est ce qui s'est dit. C'est une loi raciste qui vise Moïse Katumbi pour qu'il ne puisse pas compétir à la présidentielle, Noé Tchani. Quand on parle de racisme, ça veut dire qu'il y a plusieurs races en jeu. La population congolaise est faite de quelle race? Nous sommes des Noirs. C'est pour ça qu'on nous appelle tous de Noirs en Afrique noire subsaharienne. Nous sommes des Noirs. Donc si quelqu'un d'autre ne se considère pas noir, il se considère blanc, ce qui n'est pas le nôtre. Déjà, là, c'est le point de départ. Mais maintenant, quand on fait des lois comme dans tous les pays du monde, ce sont des lois impersonnelles. Je ne peux pas faire des lois taillées sur mesure pour un individu contre un individu. Alors, parce que les lois sont impersonnelles, comme le font tous les autres pays, ceux qui sont éligibles seront éligibles et ceux qui ne seront pas éligibles, tant pis. Je donne un exemple. Il y a le Gabon qui vient d'avoir un nouveau président de la République qui est venu par un coup d'État militaire. La première sortie publique qu'il a faite, il a dit que nous allons revoir la constitution du Gabon pour que désormais ne peut être président du Gabon ou ne peut être candidat à la présidence du Gabon qu'un Gabonais d'origine né au Gabon, de père et de mère gabonais. Ça, c'est pour écarter Jean-Ping, hein? Non, j'arrive. Voilà quelqu'un qui a pris exactement la loi Tchani de père et de mère et qui veut l'appliquer dans son pays. Alors, au Congo, nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que les autres sont en train de copier nos idées, mais nous autres qui sommes ici et qui avons sorti ces idées-là pour protéger mieux notre pays, on est distraits tous en train donc de danser, en train de faire la musique. Moi, je voudrais demander à l'Assemblée nationale, lors de la session de septembre 2023, s'il vous plaît, alignez la loi Tchani de père et de mère. Soumettez cette loi-là aux discussions des députés nationaux et au vote des députés nationaux pour que nous puissions aller de l'avant. Si nous le faisons, nous allons mieux protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, et ça va nous éviter des problèmes, étant donné que nous savons tous que notre pays est très infiltré jusqu'aux dents. Comment est-ce qu'on va sortir cette infiltration-là? Si chaque fois qu'on veut faire quelque chose pour un pays, on dit non, si vous faites ça, vous allez éliminer tel. Nous ne faisons pas de loi pour éliminer un individu. Mais parce que vous mentionnez ce type-là, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il n'a aucune qualification pour diriger la RDC. Il n'a ni le sang congolais, ni le cœur congolais. Vous parlez de Moïse Katumbi? Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est l'argent congolais. Et on connaît ce qu'il a fait quand il était gouverneur. Il a pillé systématiquement le Katanga. Alors, moi, je considère même qu'il n'a même pas le niveau intellectuel pour tenir un débat comme ça, diriger donc un pays. Si vous pensez qu'il a le niveau intellectuel, invitez-le dans un débat télévisé avec moi ici. Je vais l'écraser devant les 107 millions de Congolais. Il n'est pas qualifié pour diriger la RDC et qu'il cesse de pouvoir nous détourner des questions essentielles qui touchent à la stabilité de notre pays. Pourquoi? Parce que
il n'est pas congolais. Son père est grec, italien, juif, israélien. Sa mère est zambienne. Lui-même, il se promène avec une centaine de passeports qui montrent qu'il est originaire de plusieurs pays. Mais qu'est-ce qui le lie au Congo? Sa femme, elle est Tutsi burundaise. Est-ce qu'il a une connexion avec la République démocratique du Congo pour venir nous diriger ici? Nous, on n'est pas n'importe quel pays, on n'est pas une république bananière qui va accepter n'importe qui pour venir nous diriger ici. Nous avons aujourd'hui des Congolais bien instruits, bien formés dans les grandes universités de la planète, avec une expérience professionnelle à revendre, qui peuvent contribuer à relever la RDC. Que ce monsieur-là nous foute la paix. Mais est-ce que vous ne voyez pas que Moïse vous ne voyez pas, Noël Tchani, que lorsque vous vous attaquez à Moïse Katumbi de cette façon-là, vous êtes en train de réveiller les démons de la division. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Katanga qui croient à Moïse Katumbi. Et toutes les fois que la question Tchani a été abordée, que ce soit dans les réseaux sociaux ou à la télévision, il y a toujours des gens au Katanga qui s'élèvent pour commencer à menacer la République. Vous avez même suivi Mwando Simba à un moment donné, qui a dit que les jeunes de Katanga menaçaient de sécession si jamais Moïse Katumbi n'est pas candidat à la présidentielle. Vous ne voyez pas là que vous êtes en train de jouer avec le fait pour diviser le pays, Noël Tchani? Toutes les personnes qui semblent invoquer l'argument de division, de sécession pour s'opposer donc à cette loi, ces gens-là ne sont pas très intelligents. Je voudrais vous dire que cette loi ici a une assise populaire au Grand Katanga. Une assise populaire, je suis invité pour aller animer une conférence là-bas. Faites un sondage, vous allez voir. La majorité des Katangais, ils ont compris. Ils sont pour la loi Tchani de père et de mère. Ils ne veulent plus être dirigés par n'importe qui. Tout celui qui est congolais. Vous savez quoi? On est dans une salle. On dit que cette salle est pleine de Congolais. Pour diriger la RDC, il faut être congolais. Et vous seul, vous vous mettez debout, vous dites, si vous dites ça, nous allons faire la sécession. C'est que vous n'êtes pas congolais. En réalité, la loi Tchani a une assise populaire dans toutes les provinces de la RDC, à commencer par le Katanga. Je vous mets à défi. Je vais faire un voyage donc au Katanga pour aller animer une ou deux conférences là-bas. Et vous allez voir ce qui va arriver. La majorité des Katangais, ils sont pour la loi Tchani. Moïse Katumbi est un homme. Moïse Katumbi, Mouyambo, ce sont des gens très populaires au Katanga. Je ne suis pas venu ici pour parler des individus. Comme tous les pays du monde, il y a des lois. Et ces lois sont impersonnelles. Elles définissent les règles du jeu. Vous connaissez les États-Unis d'Amérique. Et vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Henry Kissinger. C'est le diplomate par excellence. Très intelligent, très brillant. L'homme qui avait négocié les accords de Camp David. Vous connaissez Arnold Schwarzenegger. Il était gouverneur de l'État de Californie. Très brillant, très convaincant. Vous connaissez Madeleine Albright. Elle était secrétaire d'État. Elle est venue de la Tchécoslovaquie. La loi américaine donc dit que si vous devez être président des États-Unis d'Amérique, vous devez être né sur le sol américain. Ces trois-là que je viens de mentionner, ils n'en ont pas fait un problème. Ils n'ont pas dit qu'on est en train de créer la division ou quoi. Ils ont accepté leur sort, c'est ça la vérité. Quand vous regardez la population américaine, sur 350 millions d'habitants, 125 millions, à peu près 50%, ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté parce que ces gens-là sont venus du Mexique, du Canada, d'Afrique, ainsi de suite. Ils ont accepté leur sort pour la stabilité du pays, pour éviter de mettre des gens dans des situations de conflit d'intérêts où ils auraient à choisir entre leur pays de naissance ou bien d'origine et le pays d'adoption qui est par exemple la RDC. Nous voulons faire cette loi. Il y a des pays africains ou d'autres pays à travers le monde qui ont déjà cette loi. Par exemple, la Zambie ici à côté a déjà cette loi. Le Gabon va l'adopter. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, l'Indonésie, tous les pays que je connaisse ont cette loi. Par conséquent, il faut que les gens acceptent leur sort. Le sort est lié à leurs origines. Et ce pays-là appartient aux Congolais des pères et des mères. Les autres que nous avons acceptés, on les accepte. Ils sont Congolais comme nous. Ils ont droit à tout dans notre pays. Ils sont égaux à nous. Mais ils ne peuvent pas assumer les fonctions de souveraineté qui les mettraient dans des situations de conflit d'intérêts où ils seraient en difficulté de choisir ou de décider pour la RDC ou contre la RDC. Nous voulons éviter cela. Est-ce que vous ne risquez pas finalement de fuir le pays, Noël Tchani, si jamais Moïse Katumbi était élu président de la République en décembre 2023? Je vais vous dire une chose. Je ne quitterai jamais mon pays. Je vais rester ici parce que ça, c'est le pays de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère,
de mes arrière-grands-parents, jusqu'à 10-15 générations que j'ai pu identifier, je ne quitterai ce pays pour personne. Je resterai ici. Mais je vais vous dire une chose. N'importe qui ne pourra plus diriger la RDC. La RDC sera dirigée par les Congolais de père et de mère. Parce que ça, c'est notre droit et c'est notre pays. Alors, Noël Tchani, dernière question par rapport à cette proposition de loi. Je le disais ici, il ne reste plus que quelques mois pour la campagne électorale à ce qui concerne la présidentielle. Et si le Parlement n'alignait pas la loi, parce que vous avez formulé une demande ici, et si le Parlement n'alignait pas cette loi, n'inscrivez pas cette proposition de loi à l'ordre du jour, vous allez faire quoi, Noël Tchani? Vous allez jeter ça aux poubelles? C'est très bien que vous posiez cette question-là. Je vous informe déjà que pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur la loi, le contenu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui discutent, mais ils ne connaissent même pas qu'est-ce que cette loi contient réellement. Nous organisons une conférence. La conférence est organisée par la Haute Académie de la société civile, qui regroupe toutes les organisations de la société civile. L'Église du Christ au Congo, les autres églises donc, de réveil, tout le monde s'est regroupé donc, dans cette organisation. Nous organisons une conférence importante ce samedi, le 9 septembre à 9h. Dans la grande salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, juste en face du Palais de la Nation. L'entrée est gratuite et on est ouvert, on va recevoir tout le monde. Les étudiants, les professeurs d'université, les fonctionnaires de l'État, les hommes d'affaires, le secteur privé, les ONG, tout le monde est invité à venir à cette conférence. La salle est suffisamment grande pour contenir tout le monde. Venez, nous allons faire la présentation de la loi du début à la fin. Et tout le monde aura l'occasion de poser des questions. À l'issue de cet échange-là, nous pensons qu'il y aura, les gens seront suffisamment informés de ce que cette loi peut faire pour le pays. Et par conséquent, il ne nous restera qu'à demander donc aux députés nationaux et aux sénateurs d'aligner la loi pour débat et vote lors de la session donc, de septembre. Alors, moi j'estime que nos députés nationaux sont des gens très intelligents, très responsables. Ils ont suivi ce qui se passe donc au Gabon, où immédiatement après que Ali Bongo ait été renversé, la femme française qui avait, la première dame française qui avait, elle a pris l'avion, elle est partie en France, elle a pris des avocats, elle a commencé donc à dire que l'argent que Bongo avait, elle va prendre tout. Elle a amené les enfants et tout le monde. Vous voulez que cela vous arrive au Congo? Mais nous devons être une population de naïfs pour voir des choses comme ça qui arrivent dans d'autres pays et nous on reste comme si rien n'était, comme si on ne peut pas donc réfléchir. Je vous répète en quoi consiste la loi. Pour accéder aux fonctions de souveraineté, il faut être congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine. Et une fois que nous avons ces fonctions-là donc remplies, il faut aussi que le candidat à la présidence ait comme première dame ou future première dame une Congolaise d'origine, née de père et de mère congolais d'origine. Voilà les conditions premières pour être éligible aux fonctions de souveraineté. Fayoulou, sa femme n'est pas congolaise. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord finir mon cours, le fil des idées. Ça, c'est la première composante donc, de la loi. La deuxième composante donc, de la loi, c'est le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Nous allons élargir la nationalité congolaise pour que personne d'entre nous ne puisse perdre la nationalité. On va changer le principe de l'unicité de la nationalité congolaise ou de l'exclusivité de la nationalité congolaise à celui de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et on va adopter ce principe-là avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins qui ont eu des velléités d'occupation de la RDC. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit de modifier 2 articles de la Constitution. L'article 10 en disant, pour être candidat à la présidence ou bien occuper les fonctions de souveraineté, non, pardon, l'article 10 dit que la nationalité congolaise, elle est une exclusive. On va barrer une exclusive, on va remplacer cela par elle est irrévocable. C'est tout. Un seul mot qui change tout. On va dans l'article 72 de la Constitution. Pour être candidat à la présidence de la République ou occuper les fonctions de souveraineté, il faut être congolais d'origine. C'est ce que la Constitution actuelle dit. Et nous allons ajouter, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Et on va juste ajouter aussi la liste des fonctions qui seraient soumises à cette restriction-là. Il inclut les premières dames donc, du pays, ou les épouses ou les époux de tous ceux qui occupent ces fonctions-là. Quelles sont les fonctions qui seraient concernées? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et ministre régalien, c'est-à-dire
justice, finances, défense, intérieur, affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, l'administrateur de l'ANER, le directeur général de la DGM de la Direction générale de migration, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger, le haut commandement, le haut magistrat, comment est-ce qu'on dit ça, on appelle ça, le haut magistrat de la République, les gens comme le président de la Cour de cassation, le président de la Cour constitutionnelle. Donc voilà des postes qui seraient verrouillés. Au total, à peu près 250 postes. 250 postes sur une population de 107 millions d'habitants, c'est rien. Cela est bien dans l'intérêt du pays. Mais nous ne disons pas que les autres Congolais qui ne remplissent pas ces critères-là ne sont pas Congolais. Nous sommes tous égaux. Nous avons droit à tout dans notre pays. On peut tout faire dans notre pays. On peut être ministre des Sports, on peut être ministre du Tourisme, on peut être président des clubs de football, on peut vendre du poisson, on peut faire tout ce qu'on veut dans le secteur privé ou dans les entreprises publiques. Mais ces fonctions sensibles-là, on va les réserver aux gens dont nous sommes sûrs de la loyauté au pays pour éviter de les mettre dans une situation de conflit d'intérêts où ils ont entre la RDC et un autre pays. Dans le cas des Fayoulou, par exemple, quelqu'un qui sait, on sait que la femme des Fayoulou est camerounaise. Est-ce qu'on va l'écarter comme ça à la présidentielle, un tel compatriote, parce qu'il n'a pas épousé un Congolais, Noël Tchani? Vous ne voyez pas que vous allez encore ouvrir un autre front à l'ouest de la République? Cher ami, je vous ai dit tout à l'heure là que quand on conçoit des lois, on les conçoit de façon impersonnelle. Si je connaissais tous les 107 millions de Congolais, je pourrais dire, je ne connais pas votre épouse, je ne sais pas de quel pays elle est. Je pourrais adapter la loi à votre situation ou aller à la situation du suivant, ainsi de suite. Là. Je ne serai pas à mesure de parcourir tous les 107 millions de Congolais. C'est pour cela qu'on oublie les individus, on adopte le principe. Si maintenant on a adopté le principe et qu'à travers ce processus-là, vous avez une femme étrangère et on dit que la femme doit être congolaise, vous n'êtes pas éligible. Donc, je ne veux pas personnaliser les débats, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Est-ce que vous êtes financé par Félix Tshisekedi? C'est ce qui se raconte, Notchani. Les gens qui racontent des bêtises comme ça, là, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Vous savez, cet individu-là, je suis très indépendant et je suis financièrement assis. Je peux vivre comme ça jusqu'à la fin de la vie sans attendre un seul centime de qui que ce soit. Je ne suis pas corrompu, je n'ai jamais été corrompu. Donc il n'y a personne qui peut me financer, qui peut me dicter ce que je dois faire parce que j'ai des opinions, si vous remarquez bien. J'ai des opinions qui sont très tranchées, c'est-à-dire qui sont objectives en faveur de mon pays. Et je ne fais rien pour plaire à un individu. Si je faisais le dialogue comme tous les autres là-bas, je serais déjà promu à des fonctions importantes dans ce pays. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je considère que ce qui est important pour le Congo, il faut le faire jusqu'au bout. Alors, Noël Tchani, parce que nous recevons ici sur ce plateau un spécialiste des questions monétaires, nous ne pouvons pas rater une telle occasion pour parler de l'économie. Budget 2024, on parle déjà de 40 milliards de francs congolais et un accroissement de 24%, alors que les assignations budgétaires de 2023 ne sont pas encore jusque-là atteintes. Quelle est la crédibilité que vous accordez à ces projets de finances 2024, Noël Tchani? Il est important que les gens comprennent que parfois on fait ce qu'on appelle la gymnastique financière pour jouer avec les esprits faibles. Et à la fin de la journée, on se moque de tout le monde. Le budget de 2022-2023 était chiffré à 16 milliards de dollars. OK? 16 milliards de dollars. Et il y a un taux d'échange à l'époque qui était utilisé pour convertir ce budget-là en francs congolais. Il s'est fait que ce budget-là de 2022-2023 est irréaliste. Irréaliste, pourquoi? Parce que... Irréaliste. Pourquoi? Parce que les réalisations jusqu'à présent ne permettront pas de pouvoir équilibrer les comptes, c'est-à-dire d'avoir les recettes publiques qui vont être égales aux dépenses publiques à la fin de l'année. Nous anticipons qu'il y aura un gros budget, un gros déficit budgétaire. Et c'est ce déficit budgétaire-là, d'ailleurs, qui est à l'origine... Vous prophétisez ou bien vous basez sur des données C'est sur des données. Je vais vous dire qu'à la fin du mois de juin, on avait 4,3 milliards de recettes publiques réalisées à la fin du mois de juin.
Si vous projetez ce chiffre-là à la fin du mois de juin, à la fin de l'année, au mois de décembre, vous multipliez par 2. On n'atteindra pas 10 milliards par exemple. On aura 8,4 milliards de dollars. Pas même 10 milliards sur les 16 milliards. Bon, s'il y a des petites variations, c'est pas grave. Mais c'est vous dire qu'on sera loin de 16 milliards de dollars qui sont anticipés. Or, les dépenses publiques, on les a maintenues à un niveau très élevé de 16 milliards de dollars. Parce qu'on continue à exécuter les dépenses à un niveau très élevé alors que les recettes publiques sont moindres par rapport à ce qu'on avait prévu. Il se dégage un déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire, il est financé comment? Il y a 3 possibilités pour financer le déficit budgétaire. La première possibilité, c'est d'utiliser les réserves d'échange. Les réserves d'échange, actuellement, sont chiffrées à 4,7 milliards de dollars. Pour ce qui est un exploit, hein? Oui, c'est déjà un exploit par rapport à là où on a commencé lorsque Joseph Kabila est parti du pouvoir. Mais ces réserves d'échange-là, pour le commun du mortel, c'est un exploit comme vous dites. Mais elles ne sont pas suffisantes pour faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la règle qui est utilisée par les institutions financières internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, est que les réserves d'échange doivent représenter au moins 3 mois de couverture des importations. Les 4,7 milliards de dollars que nous avons représentent environ 2,7 mois de couverture d'importation. Ça veut dire que nous sommes en dessous du minimum de 3 mois. Non, vous parlez de 3 mois et 7 mois. Pardon? Vous avez parlé de 7 mois. Non, j'ai dit ceci. Le minimum qui est exigé est de 3 mois de couverture d'importation. Mais les réserves que nous avons aujourd'hui, qui sont de 4,7 milliards de dollars, ces réserves-là représentent à peine 2,7 mois de couverture d'importation. Donc, en dessous de 3 mois, qui est la règle minimale. Par conséquent, on ne peut pas vraiment compter sur l'utilisation des réserves d'échange pour financer le déficit public. Donc, cette option est à écarter. Il y a une deuxième possibilité qu'on peut utiliser pour financer le déficit public. C'est que l'État emprunte sur les marchés financiers en émettant ce qu'on appelle les obligations du Trésor. En faisant des émissions d'obligations du Trésor sur le marché, on a tenté une expérience. Le gouvernement a voulu lever 30 millions de dollars, mais n'a récolté que 14 millions de dollars, c'est-à-dire moins de 50%. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas de crédibilité financière suffisante pour mobiliser, mais bien sûr, c'est connu de tout le monde. Il y a tout plein d'arriérés, donc des dettes à l'égard du secteur privé, secteur public et consorts. Alors, le gouvernement n'a pas de crédibilité financière suffisante pour arriver à mobiliser de gros montants comme ça en empruntant sur les marchés financiers. D'où l'échec sur l'émission de 30 millions de dollars, qui n'a récolté que 14 millions de dollars, montre qu'on ne peut pas compter sur cette alternative-là pour arriver à financer un déficit public de l'ordre de 8 milliards, 6 milliards de dollars, comme je l'ai démontré tout à l'heure. Il reste maintenant une troisième option. La troisième option, c'est laquelle? C'est le recours à la planche à billets par la Banque centrale. Malgré les affirmations qui disent le contraire, c'est ça qui est fait et c'est ça qui crée la surliquidité dans le système financier, surliquidité en francs congolais, qui fait qu'on a trop de francs congolais en circulation soutenus par un petit matelas de devises. Mais les gouvernements ce déséquilibre-là, c'est ça qui a désarticulé les taux d'échange. Quand vous attrapez un voleur, il accepte facilement qu'il a volé. En réalité, c'est ça qui arrive ici. Le gouvernement peut démentir comme il veut. Ils n'ont qu'à me montrer que ce que je dis là n'est pas correct. En réalité, c'est ça qui se passe. Alors, dans une année électorale comme celle-ci, où il faut encore mobiliser beaucoup de millions de dollars, est-ce que pensez-vous que ça va encore aggraver la situation, Noël Tchani? Moi, je pense que nous sommes assis sur une poudrière. Pourquoi? Parce que d'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup de dépenses liées à la sécurité, liées aux opérations électorales, des dépenses qui sont incompressibles, qu'on ne peut pas éviter. Et par conséquent, le recours à la planche à billets va continuer. Et parce que le recours à la planche à billets va continuer, on va assister davantage à la dépréciation monétaire. Et d'ailleurs, les gens peuvent constater que depuis qu'on a eu cette soi-disant c'est la question justement que j'allais vous poser. Les mesures... Que pensez-vous des mesures-là, les mesures présidentielles pour la stabilisation du taux d'échange sur le marché? On remarque jusque-là qu'il n'y a pas une dépréciation telle qu'on craignait déjà, Noël Tchani. Oui,
Les mesures présidentielles de stabilisation de la monnaie, pour moi, ça a été de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce que ce sont des mesures superficielles qui ne résolvent pas les problèmes structurels que nous avons. Ces mesures consistaient en quoi? Un, on a dit que toutes les dépenses publiques ne vont plus être payées au guichet de la Banque centrale. Mais c'est très grave en prenant une telle mesure. Pourquoi? Parce que la Constitution dit que la Banque centrale doit jouer le rôle de caissier de l'État. Encaisser les recettes, aussi organiser les paiements des dépenses. Vous ne pouvez pas donc juste enlever à la Banque centrale la prérogative d'être le caissier de l'État alors que vous n'avez pas modifié la Constitution. Donc, c'est une mesure qui viole la Constitution, qui viole même l'indépendance de la banque. Deux, lorsqu'on dit mesure présidentielle de stabilisation de la monnaie, ça veut dire qu'on a convoqué à la présidence la Banque centrale, la FEC, l'IGF, le ministère de l'économie et des finances, et je pense même l'ANER et puis toutes les autres structures gouvernementales, pour décider. Les banques commerciales, je souligne, étrangères. Étrangères, elles sont toutes étrangères. Toutes, littéralement. Alors maintenant, une fois qu'on a ce cadre-là, imaginez-vous, la Banque centrale se trouve dans quelle position? Est-ce qu'elle est encore autonome, indépendante? L'article 176 de la Constitution dit que la Banque centrale, dans l'exécution de ses missions, elle est autonome, indépendante. Quand on vous convoque, au même titre que la FEC, l'IGF et consorts, vous êtes encore indépendant. Ils ne sont plus indépendants. Par conséquent, cette violation-là des dispositions constitutionnelles fait que les mesures qui peuvent sortir là-bas ne peuvent pas donner des résultats donc probants. C'est pour ça que, aussitôt sorti, on a remarqué qu'il y a eu un tout petit peu un ajustement des taux d'échange sur le marché pendant une semaine ou deux et on est revenu aujourd'hui à la case de départ. Aujourd'hui, on est revenu à la case de départ parce que les mesures ne sont pas assises sur des fondamentaux de l'économie. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je continue à penser qu'il faut reconnaître et laisser la Banque centrale indépendante et autonome. Pour que, quand elle doit décider d'intervenir sur le marché, ce sont des mesures qui sont prises pas pour des raisons politiques, mais qui sont soutenues par les fondamentaux. Est-ce que vous pensez vraiment que la Banque centrale aujourd'hui, avec madame qui la dirige, fait vraiment le travail qui devrait être fait par elle, cette banque? Vous posez une question intéressante. Moi, je ne sens pas la présence de la banque. Et je peux dire que j'ai étudié les directions des banques centrales de plusieurs pays, mais surtout la direction de la Banque centrale du Congo depuis le temps d'Albert Ndele jusqu'à aujourd'hui. J'ai peur que la Banque centrale aujourd'hui soit devenue pire que toutes les banques centrales que nous avons connues depuis 1960. On ne sent pas le leadership et on ne sent pas la vision et on ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, maintenant, dans cet environnement-là, prendre des mesures à gauche, à droite, ça va donner quels résultats? J'estime qu'on perd le temps et on ne va pas arriver à réaliser la stabilité de la monnaie. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait, Noël Tchani, bon, quand vous constatez, d'abord quand vous constatez que la Banque centrale ne marche pas, c'est ça qui a amené le président de la République à se jeter dans le ring pour convoquer cette réunion-là qu'il a présidée. Mais en le faisant, il a violé l'indépendance de la banque, il a violé la Constitution. Et ce n'est pas bon comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est reconnaître que la Banque centrale ne fait pas son travail. Il faut faire des ajustements de règlement au niveau de la Banque centrale. Maintenant, une fois qu'on fait ces ajustements de ces règlements, on met la Banque centrale dans les mains expertes, des gens qui peuvent diriger la banque, qui peuvent concevoir des politiques en tenant compte donc de réalités sur le terrain. Pour le moment, elle n'est pas dans les mains expertes? Vous voulez que je parle quelle langue pour que vous me compreniez? Je pense que j'ai dit très clairement ce que je pense là-dessus. Je ne sens pas la présence de la banque. Et aujourd'hui, la Banque centrale, elle est pire que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Elle n'existe pas, elle n'existe que de nom. Donc, vous ne restructurez pas une institution monétaire dans ces conditions-là en faisant des petites mesures cosmétiques à gauche, à droite. Il faut aller au fond du problème. Et le fond du problème, c'est il faut arriver à revoir le budget. Le budget que nous avons est irréaliste. Il faut faire un budget rectificatif pour réduire les ambitions, réduire les dépenses publiques et tenir compte donc du niveau des recettes publiques qu'on réalise. Et en ce moment-là, on peut équilibrer donc les recettes et les dépenses. Ça, c'est la première chose. Ça va nous éviter le recours à la planche à billets.
Deux, maintenant, il faut laisser la banque capable de faire son travail. Si elle n'est pas capable de faire le travail, il faut revoir l'équipe de gestion, le conseil d'administration, la direction générale de la banque. Parce que ce que nous avons aujourd'hui là, on ne sent absolument pas donc l'importance et la présence donc de cette institution-là. Trois, je voudrais que nous puissions repenser la façon dont les réserves d'échange sont constituées. Vous voyez les 4,7 milliards de dollars de réserves d'échange que nous avons. Il faut se poser la question, elles viennent d'où? Ces réserves d'échange-là ne viennent pas des exportations de la RDC vers l'extérieur. Elles viennent des fonds qui ont été contribués par les institutions financières internationales. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et tout le monde a contribué à remplir ces réserves d'échange-là. Et on a même utilisé les droits de tirage spéciaux de la RDC auprès du Fonds monétaire international. Donc, ce ne sont pas des réserves de bonne qualité qui sont répétitives. On les a eues une seule fois pour remplir, montrer que tout va bien, mais en réalité, donc, en dessous, il n'y a pas constitution permanente donc, des réserves d'échange parce que l'économie ne produit pas et n'exporte pas donc suffisamment. D'où il faut que nous puissions revoir ce système, cette économie qui est extravertie, qu'on voit maintenant comment est-ce qu'on peut arriver à diminuer les dépenses qui font que nous dépensons des réserves vers l'extérieur pour acheter des biens de consommation et des biens d'équipement, et comment est-ce que nous pouvons développer cette économie localement pour que ces biens que nous importons, qu'on puisse les produire localement. Ça va enlever la pression sur la monnaie, la pression sur les réserves d'échange. De maintenant, il y a le code minier et le code des le code d'échange, la réglementation d'échange. Que disent ces deux-là? Ils disent que quand une entreprise minière exporte des minéraux à l'extérieur, elle est autorisée à garder à l'extérieur 40% des recettes d'exportation et à rapatrier au pays 60%. Mais rien que là, nous avons légalisé la fuite des capitaux. Les réserves qui devaient revenir renflouer les caisses de la Banque centrale, on les garde à l'étranger. Je voudrais que nous puissions modifier cette disposition-là pour que toutes les entreprises qui exportent soient tenues de rapatrier au Congo 100% des réserves. 100%. 100%, quitte à leur donner priorité quand elles ont besoin d'avoir accès aux devises étrangères pour faire leurs achats à l'extérieur ou bien pour rembourser des dettes qu'elles ont contractées à l'extérieur. Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Ils n'ont qu'à fuir. Si elles veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais vous allez voir qu'ils n'iront nulle part parce que ce pays-là, ça leur rapporte beaucoup. Merci beaucoup, Noël Tchani. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, je voudrais inviter mes compatriotes à venir ce samedi, le 9 septembre, à 9h du matin, dans la salle de grande conférence du ministère des Affaires étrangères à la Gombe, en face du palais de la justice. Je suis l'orateur du jour, invité par la Haute Académie de la société civile pour présenter la loi Tchani de père et de mère, les défis et les enjeux. Il faut qu'on sorte du cadre où on raconte des histoires qui ne sont pas vraies. Venez entendre le contenu de la loi et venez poser des questions ou venez faire des propositions. Pour qu'à l'issue de cela, nous puissions tous, en tant que pays, en tant que peuple de la République démocratique du Congo, adopter une position commune. Et moi, j'estime que la loi Tchani, c'est la meilleure loi que nous puissions envisager pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale de la RDC. En réalité, c'est la proclamation de la deuxième indépendance de la République démocratique du Congo. La loi a été initiée au Congo démocratique, n'est-ce pas? D'autres pays sont en train de s'inspirer de cela. Vous avez suivi le président du Gabon qui veut faire la même chose chez nous. Et nous autres Congolais qui avons commencé ça, nous continuons donc à tergiverser. Venez donc ce samedi et nous allons échanger pour que tout le monde soit édifié, qu'on ait une position commune de façon à appeler nos députés nationaux et nos sénateurs et leur dire adoptez cette loi parce qu'elle est bonne pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noël Tchani Mwadavita. Ça a été un très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous allons vous retrouver très prochainement. Restez branchés. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube GSR Congo TV, sur Facebook GSR Congo, sur Twitter. Et nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Merci.